Ma femme m'a inscrit à un camp d'entraînement pour mari, alors je l'ai inscrite à l'Académie de la vie de célibataire pour toujours, quand la manipulation se retourne contre soi. La notification du message électronique est apparue sur mon écran pendant que je consultais notre ordinateur portable partagé. Objet du message, inscription au camp d'entraînement pour mari confirmé. Au début, j'ai pensé que c'était du courrier indésirable. Ensuite, je l'ai ouvert et j'ai vu mon nom, mes informations, et un reçu de 1 499 € payé depuis notre compte commun. Ma femme m'avait inscrit, sans me dire un seul mot, à un programme de 12 semaines conçu pour transformer les maris difficiles en partenaires de rêve. J'ai senti ma tension artérielle monter en faisant défiler le plan du cours. Semaine 1, reconnaître vos traits toxiques. Semaine 2, apprendre à écouter sans se défendre. À la semaine 12, je serais apparemment diplômé en tant que mari rénové, prêt à répondre aux besoins émotionnels de ma femme. Chaque point de la liste ressemblait à un nouveau clou planté dans ma dignité. Au lieu de fermer violemment l'ordinateur portable, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé mon calme. Il ne s'agissait pas de colère. Il s'agissait de stratégie. J'ai cliqué sur leur site internet et j'ai trouvé des témoignages d'hommes réformés, tous avec le même regard vaincu, se tenant à côté d'épouses triomphantes. Le programme était dirigé par une femme qui se faisait appeler celle qui murmure à l'oreille des maris. Mon premier instinct a été de la confronter immédiatement, mais quelque chose m'a dit de creuser plus profondément. J'ai vérifié son historique de recherche et j'ai trouvé des conversations avec ses amis sur la façon dont j'avais besoin d'être réparé, comment je travaillais trop, comment je n'anticipais pas ses besoins. Et comment elle et ses amis avaient formé un groupe pour améliorer leur mari grâce à ce programme. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis servi un whisky. La trahison n'était pas seulement le camp d'entraînement. C'était l'aveu public à son cercle social que j'étais en quelque sorte défectueux. La façon désinvolte dont elle avait dépensé notre argent pour me corriger sans aucune conversation. La présomption qu'elle avait le droit de façonner ma personnalité sans mon consentement. Ce soir-là au dîner, elle a discuté de sa journée comme si de rien n'était. J'ai joué le jeu, la regardant parler des projets du week-end et souriant comme si je n'avais pas découvert son petit projet. Quand elle a mentionné avec désinvolture que je pourrais vouloir garder mon samedi matin suivant libre pour quelque chose d'important, j'ai hoché la tête avec un accord apparent. Tout pour toi, ai-je dit, en levant mon verre avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté éveillé tard, non pas par colère, mais avec une détermination concentrée. J'ai passé 3 appels téléphoniques à mon avocat, mon conseiller financier et mon ami le plus proche. Au matin, j'avais les grandes lignes d'un plan. Elle voulait m'inscrire au camp d'entraînement pour mari. Très bien, j'y assisterai, mais pas pour la raison qu'elle pensait. Je prendrai des notes détaillées, non pas sur la façon d'être un meilleur mari, mais sur ce qu'elle et ses amis pensaient exactement qui n'allait pas chez les hommes comme moi. Et pendant que j'apprendrais ce qu'elle voulait réparer, je préparerai discrètement mon propre programme. L'Académie de la vie de célibataire pour toujours. La leçon 1 était déjà en cours. Ne jamais laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur. Le lendemain matin, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir alors qu'elle partait au travail, agissant de manière tout à fait normale. Elle n'avait aucune idée que son camp d'entraînement pour mari venait d'activer un compte à rebours. Non pas vers ma réforme, mais vers son éducation sur les conséquences. Le samedi matin est arrivé. Je suis entré dans la salle de conférence de l'hôtel où se tenait le camp d'entraînement pour mari, en gardant une expression soigneusement neutre. 15 autres hommes étaient assis sur des chaises inconfortables disposées en cercle. La plupart avaient l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quelques-uns semblaient résignés, et 1 ou 2 paraissaient même enthousiastes, le genre d'homme qui s'excusait probablement d'exister. L'instructrice est entrée, une grande femme avec une posture excessivement autoritaire, qui s'est présentée comme le Dr Keller, spécialiste du recalibrage comportemental masculin. Elle portait un tailleur strict et parlait avec le ton condescendant de quelqu'un qui s'adresse à des enfants. Les murs étaient décorés d'affiches portant des phrases comme « Elle n'est pas exigeante ». Vous résistez à la croissance et votre attitude défensive est le problème. Messieurs, vous êtes ici parce que vos mariages nécessitent une intervention, a-t-elle commencé, en scrutant la pièce. Vos épouses vous aiment suffisamment pour investir dans votre amélioration. Quelques hommes ont hoché faiblement la tête. Je suis resté immobile, observant tout. Le premier exercice consistait à écrire 3 choses dont nos femmes se plaignaient le plus. Les hommes autour de moi gribouillaient furieusement,
ne pas aider suffisamment aux tâches ménagères, ne pas être émotionnellement disponible, travailler trop. Je n'ai rien écrit, j'ai juste écouté leurs confessions. Et vous avec la chemise bleue? Le docteur Keller m'a montré du doigt. Qu'avez-vous écrit? Je suis encore en train de réfléchir, ai-je répondu calmement. Je veux être exhaustif. Elle a semblé surprise par mon assurance mais a continué. Pendant la pause, j'ai reconnu l'un des maris comme étant le mari de l'ami de ma femme. Il s'est approché de moi avec un regard de misère partagé. C'est ma 3e semaine, a-t-il chuchoté. Ma femme dit que je fais des progrès, mais honnêtement, je lui dis juste ce qu'elle veut entendre. Ça rend la vie plus facile. J'ai hoché la tête avec compassion, mais je n'ai rien dit de révélateur. Au lieu de cela, j'ai posé des questions, rassemblant des renseignements sur lesquels des amis de ma femme avaient inscrit leur mari. 4 couples de notre cercle social participaient. Elles avaient un groupe de discussion où elles comparaient leurs notes sur les progrès de leur mari. Après le déjeuner, on nous a demandé de jouer des scénarios de jeux de rôle où nous décevons typiquement nos épouses. Un homme a trébuché à travers une scène où il devait valider les sentiments de sa femme sans proposer de solution. L'instructrice l'a arrêté à plusieurs reprises. Non, c'est encore essayer de réparer les choses. Écouter simplement et valider. Quand mon tour est venu, j'ai joué parfaitement. Non pas parce que je croyais en l'exercice, mais parce que je voulais comprendre leur manuel de stratégie. J'ai reflété exactement ce qu'elle voulait voir, gagnant des hochements de tête approbateurs du docteur Keller. Excellent modèle de réponse, a-t-elle dit. Votre femme sera satisfaite de vos progrès. La dernière session a présenté les devoirs hebdomadaires, tenir un journal de gratitude au sujet de nos femmes, et répéter des réponses prescrites aux situations déclencheuses courantes. Nous avons reçu des classeurs avec des feuilles de travail et un outil de suivi des progrès que nos épouses devaient remplir chaque semaine. Au moment de partir, le docteur Keller nous a remis à chacun un certificat d'achèvement pour la semaine 1, comme des étoiles dorées pour des écoliers obéissants. J'ai accepté le mien avec une poignée de main ferme et un contact visuel direct qui l'a momentanément déstabilisé. Sur le chemin du retour, je ne ressentais plus de colère. Je ressentais de la clarté. Ce n'était pas une thérapie de couple. C'était un dressage à l'obéissance pour des hommes qui avaient abandonné leur respect de soi. Ce soir-là, je n'ai pas mentionné le camp d'entraînement. Quand ma femme m'a interrogé avec désinvolture sur ma matinée, j'ai dit que j'avais rencontré des personnes intéressantes et j'en suis resté là. Son expression surprise m'a indiqué qu'elle s'attendait à ce que soit j'avoue ma présence, soit je mente sur l'endroit où j'étais allé. Ma réponse ambiguë l'a laissé déséquilibré, exactement là où je la voulais. Après le dîner, j'ai passé 3 appels supplémentaires. À un agent immobilier, à un détective privé pour documenter les pratiques douteuses du camp d'entraînement, et à un ami qui possédait un chalet au bord du lac. La phase 2 de mon plan prenait forme. Pendant qu'elle pensait que j'étais en train d'être domestiqué, je concevais ma sortie. 2 semaines après le début de cette mascarade, j'ai maintenu une assiduité parfaite au camp d'entraînement tout en exécutant systématiquement mon plan. Chaque samedi, je subissais 3 heures de conditionnement conçues pour transformer les hommes en ombres contrites. Chaque jour à la maison, je mettais en œuvre mon propre programme, ce que j'appelais en privé l'Académie de la vie de célibataire pour toujours. D'abord est venue la restructuration financière. J'ai ouvert un compte bancaire séparé et j'y ai redirigé mon prochain salaire. J'ai consulté mon avocat sur l'approche la plus stratégique pour protéger mes actifs, non pas par cupidité, mais par principe. Quelqu'un qui dépenserait notre argent pour me réparer sans discussion ne devrait pas avoir un accès illimité aux fruits de mon travail. Ensuite, je me suis concentré sur la reconquête de mon indépendance. J'ai renouvelé mes abonnements à la salle de sport et j'ai repris contact avec des amis que ma femme avait subtilement éloignés au fil des ans. Quand elle a haussé un sourcil à propos de mon match de basket du jeudi soir, j'ai répondu avec la technique exacte d'écoute active enseignée au camp d'entraînement. J'entends que tu es préoccupé par mon soudain intérêt pour le basket. Tu ressens que cela nous enlève du temps. C'est valide. Ensuite, j'y suis allé quand même. Sa confusion était évidente. Selon ces mises à jour du camp d'entraînement, je devais devenir plus docile, pas plus autonome. Pourtant, j'étais là, utilisant leurs tactiques de communication tout en ignorant complètement leurs résultats escomptés. Au camp d'entraînement, j'ai continué à jouer le rôle à la perfection. J'ai partagé des avancées sur mes traits toxiques et j'ai reçu des hochements de tête approbateurs du docteur Keller.
Les autres maris ont commencé à me considérer comme un élève modèle. Ils étaient loin de se douter que je documentais chaque tactique de manipulation, chaque exercice dégradant, construisant mon dossier non seulement pour ma sortie, mais pour quelque chose de plus grand. La session de la semaine 3 s'est concentrée sur la déconstruction de la fierté masculine. On nous a demandé d'énumérer les cas où notre ego avait nui à notre relation. Tandis que les autres écrivaient sur les fois où ils avaient refusé de demander leur chemin ou avaient insisté pour réparer quelque chose eux-mêmes, j'ai écrit sur le fait d'avoir permis à quelqu'un de prendre des décisions concernant mon développement personnel sans mon consentement. Le docteur Keller a lu ma réponse à haute voix, ratant complètement le sous-texte. C'est une excellente conscience de soi, a-t-elle dit au groupe. Il reconnaît comment le fait de refuser d'être guidé a un impact sur l'intimité. Ce soir-là, ma femme a reçu son rapport de progression hebdomadaire sur mon amélioration. Elle s'est approchée de moi avec une expression étrange, quelque part entre satisfaction et incertitude. L'instructrice dit « Vous vous en sortez vraiment bien », a-t-elle dit, étudiant mon visage pour voir une réaction. J'apprends beaucoup sur les relations, ai-je répondu, maintenant le contact visuel jusqu'à ce qu'elle détourne le regard la première, sur le respect, la communication et les limites. Elle a semblé satisfaite, ne remarquant absolument pas que je ne faisais pas référence aux leçons qu'elles avaient prévues. Le jour suivant, j'ai visité 3 appartements sans le lui dire. J'en ai sélectionné un dans mon budget, dans un quartier que j'avais toujours aimé, et j'ai versé un acompte. Le bail commencerait le mois prochain. Le moment idéal pour la phase finale de mon plan. J'ai également consulté un autre type de professionnel, un spécialiste des relations publiques qui gérait la réputation. Si ma femme et ses amis voulaient jouer avec la vie des gens, elles étaient sur le point d'apprendre que certains jeux ont des conséquences inattendues. À la maison, j'ai commencé à retirer subtilement mes biens les plus précieux. Les documents importants sont allés dans un coffre-fort. Les objets de famille ont trouvé le chemin du stockage de mon bureau. Rien d'assez spectaculaire pour déclencher l'alarme. Des préparatifs essentiels néanmoins. À la 4e semaine du camp d'entraînement, les autres maris s'étaient complètement habitués à moi. Pendant les pauses, ils confiaient leur frustration, leur sentiment de trahison d'avoir été inscrits contre leur gré. Je les écoutais plus sincèrement que je ne l'avais jamais fait lors des sessions officielles. Un homme a failli s'effondrer, expliquant comment son estime de lui-même avait chuté depuis le début du programme. Je ne me reconnais même plus, a-t-il admis. Je n'arrête pas de m'excuser d'exister. J'ai posé ma main sur son épaule. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez besoin de changer, lui ai-je dit doucement. Quelque chose a changé dans son expression. Un petit éveil de dignité longtemps réprimé. Ce moment a confirmé ce que je savais déjà. Je ne planifiais pas seulement ma sortie d'un mariage manipulateur. Je développais un contre-programme pour les hommes à qui l'on avait dit que leur nature masculine était quelque chose à corriger plutôt qu'à respecter. L'Académie de la vie de célibataire pour toujours évoluer vers quelque chose de plus significatif qu'une vengeance personnelle. Cela devenait un projet de reconquête. À la semaine 5, les changements dans mon comportement étaient devenus impossibles à ignorer. J'ai maintenu l'équilibre parfait, juste assez d'amélioration pour convaincre ma femme que le camp d'entraînement fonctionnait, tout en établissant simultanément mon indépendance de manière qui la laissait de plus en plus déstabilisée. Elle l'a remarqué en premier quand j'ai arrêté de demander la permission pour de petites décisions. Je n'ai pas annoncé ce changement. J'ai simplement perdu l'habitude de la consulter avant de faire des projets. Quand elle a mentionné un dîner avec ses amis le vendredi, j'ai répondu par un simple « je ne pourrai pas y assister. J'ai d'autres engagements ». Son expression stupéfaite était révélatrice. Quels engagements? Tu n'as jamais rien mentionné. Juste quelques affaires personnelles que je dois régler, ai-je répondu avec un sourire calme, utilisant le ton exact que le docteur Keller nous avait enseigné pour fixer des limites, sauf que je l'utilisais contre le système plutôt que de m'y soumettre. Le week-end suivant a apporté le moment que j'attendais, un dîner avec tous les couples impliqués dans le complot du camp d'entraînement. Ma femme l'attendait avec impatience, désireuse de présenter son nouveau mari amélioré aux côtés des partenaires recalibrés de ses amis. Je suis arrivé au restaurant avec une allure élégante dans un costume que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Les autres maris portaient des vêtements décontractés, tombant déjà dans le schéma de minimiser leur présence. Ils ont eu l'air surpris de me voir si bien habillé et si confiant. Tout au long du dîner, j'ai regardé la dynamique se dérouler. Les épouses dominaient la conversation, incitant occasionnellement leur mari avec des regards qui disaient « Souvenez-vous de votre formation ».
Les hommes répondaient avec une empathie répétée et une déférence excessive. Quand la conversation a tourné vers moi, ma femme a fièrement annoncé « Le camp d'entraînement a été incroyable pour nous. C'est comme une personne différente. » Je lève mon verre à la croissance personnelle et aux révélations inattendues, ai-je dit, en établissant un contact visuel avec chaque mari à la table. Quelque chose est passé entre nous, une communication silencieuse qu'ils ont comprise mais que leurs épouses ont complètement ratée. Pendant le plat principal, une épouse s'est plainte que son mari avait oublié de planifier un rendez-vous d'entretien. L'homme a immédiatement commencé sa routine d'excuses programmées, mais je l'ai interrompu. En fait, je pense que tu as bien géré cela, lui ai-je dit directement. Tu as équilibré de multiples priorités et tu as pris une décision raisonnable. Ensuite, je me suis tourné vers sa femme. Le camp d'entraînement nous a beaucoup appris sur le respect du jugement de l'autre. N'êtes-vous pas d'accord? Un silence est tombé sur la table. La femme a regardé ma femme, qui semblait tout aussi confuse par mon intervention. Ce n'était pas la validation docile qu'elles attendaient. Après le dîner, pendant que les épouses se regroupaient pour comparer leurs notes, je me suis approché de chaque mari individuellement, leur glissant ma carte de visite avec un simple message écrit au dos. Il existe une autre voie. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Sur le chemin du retour, ma femme était inhabituellement silencieuse. Finalement, elle a parlé. Le docteur Keller a dit que tu excellais en communication, mais ce soir tu semblais différent de ce qu'elle a décrit. Différent comment, ai-je demandé, en gardant les yeux sur la route. Plus affirmé. Les autres maris s'en remettent à leur femme maintenant. Tu les as défiés. J'ai souri. Une communication efficace ne consiste-t-elle pas à exprimer honnêtement sa perspective? C'est ce que j'ai appris. Elle n'a eu aucune réponse à cette militarisation du langage de son propre programme. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages textes des maris. L'un après l'autre, ils m'ont contacté, demandant ce que je voulais dire par une autre voie. J'ai pris des dispositions pour les rencontrer dans une salle privée d'un bar local, loin du regard attentif de leurs femmes. Ce soir-là, alors que je me préparais à partir, ma femme a demandé où j'allais. Groupe de soutien pour hommes, ai-je répondu honnêtement, bien que pas complètement. Cela fait-il partie du camp d'entraînement, a-t-elle demandé, en essayant visiblement de se rappeler si c'était une activité programmée. C'est ma propre initiative, ai-je répondu. Je prends la responsabilité personnelle de ma croissance. Encore une fois, le langage du programme l'a laissé sans motif d'objection, bien que la suspicion ait assombri ses traits. Au bar, 5 maris se sont présentés. Leur posture était voûtée, leurs yeux baissés. Des hommes qui avaient été systématiquement convaincus que leurs instincts naturels étaient défectueux. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai exposé ce que j'avais découvert sur les tactiques de manipulation psychologique du camp d'entraînement. J'ai expliqué comment j'avais utilisé leur technique pour reprendre le contrôle plutôt que de l'abandonner. Au moment où ils sont partis, quelque chose s'était redressé dans leur colonne vertébrale. Nous avons convenu de nous revoir, la première session non officielle de ce qui allait devenir mon contre-programme. Non pas pour dominer leurs femmes, mais pour reconquérir leur respect de soi. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'attendait. « Comment était ton groupe de soutien ?» a-t-elle demandé d'un ton trop désinvolte. « Transformateur », ai-je répondu honnêtement. Je pense que nous commençons tous à voir les choses beaucoup plus clairement maintenant. La semaine 8 a marqué le début de la fin. J'avais été à cheval sur 2 mondes. Mari docile au camp d'entraînement et architecte de ma libération à la maison. Mes réunions clandestines avec les autres maris s'étaient développées. De 5 hommes, nous sommes passés à 12, chaque nouveau membre amenant un autre mari désespéré de reconquérir sa dignité. Pendant ce temps, j'avais finalisé ma stratégie de sortie. L'appartement était meublé, mes biens essentiels relogés, et mes finances sécurisées. La seule étape restante était la confrontation que je planifiais méticuleusement depuis près de 2 mois. J'ai choisi un dimanche soir où nous étions tous les 2 à la maison sans nulle part où aller. Elle examinait mon dernier rapport de progression du docteur Keller avec une satisfaction évidente. Le document évaluait ma soumission au conseil et ma réceptivité à la correction avec des notes élevées. Le docteur Keller dit « Vous avez montré une amélioration remarquable », a-t-elle dit, souriant comme si elle accordait un grand compliment. Elle pense que tu es prêt pour les modules avancés. Je me suis assis en face d'elle, en maintenant un contact visuel direct. Avant que nous ne discutions de cela,
j'aimerais te montrer quelque chose sur lequel j'ai travaillé. J'ai placé un dossier sur la table entre nous. Elle l'a ouvert, s'attendant à des plans de budget familial ou à des idées de vacances, quelque chose de convenablement domestique. Au lieu de cela, elle a trouvé des papiers de divorce déjà signés par moi, ainsi que des captures d'écran imprimées de ses conversations avec ses amis concernant le camp d'entraînement, et des relevés bancaires montrant ma séparation financière. Son visage est passé de la confusion au choc puis à la colère en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Pas du tout, ai-je répondu calmement. Considère cela comme mon projet de fin d'études. Je ne comprends pas, a-t-elle balbutié, en feuilletant les documents. Le camp d'entraînement nous aidait. Le docteur Keller a dit que tu faisais d'excellents progrès. J'apprenais certainement, ai-je acquiescé. Simplement pas les leçons que tu avais prévues. Ses yeux se sont plissés alors que la réalisation commençait à poindre. Tu as fait semblant tout ce temps. Je préfère appeler cela de la recherche, ai-je dit. Pendant que tu m'inscrivais à un camp d'entraînement pour Marie sans ma connaissance ou mon consentement, je me suis inscrit à un programme complètement différent. Le mien consistait à reconnaître la manipulation, à réaffirmer les limites et à planifier une stratégie de sortie d'une relation sans respect. Elle a essayé de pivoter vers la colère. C'est exactement la raison pour laquelle tu avais besoin de ce camp d'entraînement. Tu es irrationnel et sur la défensive au lieu de travailler sur notre mariage. Je suis resté parfaitement calme, ma voix posée. Laisse-moi être clair. Au moment où tu as décidé de me réparer sans mon avis, tu as mis fin à notre mariage. Tu ne le savais juste pas encore. Elle a changé de tactique, les larmes montant aux yeux. Je ne l'ai fait que parce que je t'aime. Je voulais que nous soyons meilleurs. Non, les jeux corrigés. Tu voulais que je sois différent. Il y a une distinction fondamentale ici. Sa voix s'est élevée, le désespoir s'installant. Nous pouvons surmonter cela. Je vais annuler le camp d'entraînement. Nous pouvons essayer une thérapie classique à la place. Cela aurait pu être une option il y a 2 mois si tu m'avais approché comme un partenaire égal plutôt que comme un projet à corriger. Elle a attrapé son téléphone. J'appelle ma sœur. Tu ne penses pas clairement. Je n'ai jamais été aussi clair, ai-je dit en me levant de ma chaise. Et j'ai déjà parlé à ta sœur. Elle a été assez surprise d'apprendre l'existence du camp d'entraînement. Apparemment, tu lui avais dit que nous suivions une thérapie de couple que j'avais suggérée. Son visage a pâli. Les mensonges se dénouaient plus vite qu'elle ne pouvait le gérer. Tu as 2 choix, ai-je continué. Nous pouvons procéder à un divorce propre et discret où tu gardes ta dignité intacte. Ou tu peux le contester et je serai forcé de révéler à tout le monde, y compris à ta famille, exactement comment toi et tes amis avez manipulé vos maris. J'ai de la documentation, des témoignages d'autres hommes, et des enregistrements des sessions. Tu as enregistré les sessions, a-t-elle haleté. C'est illégal. En fait, ça ne l'est pas. J'ai vérifié avec mon avocat. Le consentement d'une seule partie est tout ce qui est requis dans cet état, et plusieurs maris ont consenti. Elle a regardé fixement les papiers de divorce. La réalité commençait à s'imposer. Et notre vie ensemble? Nos projets? Ils se sont terminés au moment où tu as décidé que j'avais besoin d'être fondamentalement changé plutôt que respecté, ai-je répondu, rassemblant mes clés et mon portefeuille. J'ai déjà déménagé. Tu peux me joindre par l'intermédiaire de mon avocat. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle a fait une dernière tentative. Je t'en prie, nous pouvons réparer cela. J'ai fait une erreur. Je me suis retourné brièvement. C'est la première chose honnête que tu aies dite depuis des mois. Mais certaines erreurs changent tout. Et sur ce, je suis sorti sans ressentir ni joie ni colère, seulement la satisfaction tranquille d'avoir tenu mes positions. Plus tard cette nuit-là, alors que je m'installais dans mon nouvel appartement, mon téléphone s'est illuminé de messages des autres maris. La nouvelle de ma confrontation s'était répandue. Ils voulaient des détails, des conseils, du courage. Certains étaient prêts à suivre mon chemin. D'autres avaient juste besoin de savoir qu'il était possible de se libérer. Je leur ai tous envoyé la même réponse. Bienvenue à l'Académie de la vie de célibataire pour toujours. Première leçon, votre dignité n'est pas négociable. La tempête a éclaté 48 heures après mon départ. Ma future ex-femme a lancé sa contre-offensive avec des tactiques prévisibles.
D'abord est venu le barrage de messages textes oscillant entre la rage et les supplications en larmes. Quand ceux-ci sont restés sans réponse, elle a mobilisé son réseau de soutien. Ses amis, sa famille, même nos connaissances communes ont reçu sa version des événements soigneusement élaborée. Selon son récit, j'avais souffert d'une sorte de rupture psychologique. Le camp d'entraînement avait été une tentative affectueuse de sauver notre mariage de mon comportement de plus en plus erratique. Mon départ a été dépeint comme un abandon, mes préparatifs financiers comme une cruauté calculée. Je suis resté silencieux, la laissant épuiser ses munitions. Mon avocat a géré les menaces légales qui ont inévitablement suivi. Son avocat a exigé que je retourne au domicile conjugal pour des tentatives de réconciliation et a sous-entendu que je ferais face à de graves sanctions financières pour ma désertion. Ma réponse a été un document unique, le programme complet du camp d'entraînement pour Marie, y compris les exercices conçus pour briser l'estime de soi des hommes, les tactiques de manipulation psychologique, et les témoignages d'autres maris. Les menaces légales se sont évaporées du jour au lendemain. 10 jours après mon départ, elle a demandé une rencontre dans un lieu neutre. J'ai accepté, sélectionnant un café avec suffisamment d'intimité pour la conversation, mais assez public pour dissuader les scènes dramatiques. Je suis arrivé 15 minutes en avance, choisissant une table d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée. Elle est arrivée avec 5 minutes de retard, habillée de manière impeccable, comme si l'apparence pouvait compenser l'effondrement de son contrôle. Je me suis levé brièvement à son approche, une courtoisie, pas une soumission. « Merci de me rencontrer », a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée pour projeter une rationalité calme. « Je pense que nous devons discuter de cette situation comme des adultes. »« Je suis d'accord », ai-je répondu. « C'est pour cela que j'ai apporté ceci. » J'ai placé un dossier sur la table, des copies des conversations par message texte entre elle et ses amis, discutant de nous comme des dresseurs comparant des notes sur des chiens de concours. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a repoussé le dossier. Celles-ci ont été sorties de leur contexte. Nous essayons juste de nous entraider pour renforcer nos mariages. En sapant systématiquement l'autonomie et la dignité de vos maris? C'est une approche intéressante pour renforcer les relations, ai-je complété. Elle s'est penchée en avant, changeant de tactique. Écoute, je sais que le camp d'entraînement était une erreur. J'aurais dû t'en parler d'abord. Mais jeter 7 ans pour une mauvaise décision semble extrême. Ce n'était pas une seule décision, les jeux corrigés. C'était l'aboutissement d'un schéma. Le camp d'entraînement a juste révélé ce que tu pensais vraiment de moi, comme quelqu'un à corriger plutôt qu'à respecter. Son sang-froid a momentanément vacillé. Donc, tu as juste fini, comme ça. Je t'ai donné 7 ans à essayer d'être ce que tu voulais. Quand cela n'a pas suffi, tu as essayé de me faire reprogrammer professionnellement sans mon consentement. Oui, j'ai fini. Elle a pris un angle différent. Et qu'en est-il de tous les bons moments? Les projets que nous avons faits. Tu es prêt à jeter tout cela? Je ne jette rien. Je préserve ce qu'il reste de mon respect de moi-même. Il y a une différence. Ses yeux se sont plissés. Et qu'en est-il de ton nouveau petit groupe? Les autres maris que tu as montés contre leurs femmes. J'ai souri légèrement. Je n'ai monté personne contre personne. Je leur ai simplement montré le même respect que toi et tes amis nous avaient refusé. Le droit de faire des choix éclairés concernant leur propre vie. Ils parlent de quitter leurs femmes, eux aussi. Tu sais, tu as créé un désastre. Non, j'ai fourni des informations et du soutien. Ils prennent leurs propres décisions en fonction de la façon dont ils ont été traités. Certains partent. D'autres renégocient leur mariage sur des bases plus égalitaires. C'est leur choix. Elle a essayé une dernière approche, tendant la main vers la mienne à travers la table. Tu me manques. Ne pouvons-nous pas au moins essayer une thérapie? Une vraie thérapie cette fois. J'ai retiré ma main. J'ai passé 2 mois à analyser notre relation sous tous les angles. Le problème n'était pas la communication ou la compatibilité. C'était un respect fondamental qui ne peut pas être recréé par une thérapie. Sa façade s'est finalement fissurée. Alors que se passe-t-il maintenant? Tu t'en vas simplement et tu lances ta propre secte anti-mariage. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous finalisons notre divorce aussi efficacement que possible. Quant à ce que je construis, ce n'est pas anti-mariage, c'est pour la dignité. Certains hommes utiliseront ce qu'ils apprennent pour quitter des relations manipulatrices.
d'autres l'utiliseront pour transformer des mariages en difficulté en mariages respectueux. Le dénominateur commun est que les hommes méritent mieux que d'être traités comme des projets de rénovation. J'ai placé ma carte de crédit sur l'addition avant de me lever. Mon avocat contactera le tien pour finaliser les détails. Je te souhaite le meilleur. Vraiment, mais je ne sacrifierai pas mon respect de moi-même pour quelqu'un qui me voyait comme fondamentalement défectueux. Alors que je m'éloignais, mon téléphone a vibré avec un message de groupe des autres hommes. Notre première réunion officielle de l'Académie de la vie de célibataire pour toujours commencerait dans 1 heure dans un espace de bureau loué. 28 hommes s'étaient inscrits, beaucoup venant du camp d'entraînement, d'autres en ayant entendu parler par le bouche à oreille. Ce jour a marqué le lancement officiel de ce qui allait devenir un mouvement national, non pas axé sur l'amertume envers les femmes, mais sur des hommes reconquérant leur autonomie et leur dignité dans les relations. Le camp d'entraînement qui était censé me domestiquer a au contraire catalysé une contre-révolution. 3 mois plus tard, alors que mon divorce était finalisé, j'ai reçu un message électronique inattendu du docteur Keller elle-même. Le camp d'entraînement pour Marie avait fermé au milieu de la controverse et des menaces légales d'anciens participants. Elle voulait ouvrir un dialogue sur mes préoccupations. J'ai décliné son invitation avec la même réponse que je donne maintenant à tous les hommes qui trouvent le chemin de mon programme. Je ne suis pas intéressé par un dialogue avec ceux qui commencent les conversations en supposant que j'ai besoin d'être réparé. Mon temps est réservé à ceux qui m'approchent avec respect. Aux dernières nouvelles, mon ex-femme a déménagé dans un autre état pour prendre un nouveau départ. Je ne lui souhaite aucun mal. D'une manière inattendue, sa tentative de me refaçonner m'a donné la poussée dont j'avais besoin pour devenir pleinement moi-même. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de contrôler votre vie est simplement d'en créer une meilleure sans lui.